Bonjour à tous, bienvenue dans Une image, 1000 mots, le podcast qui explore l'art par ceux qui le font. Vous êtes là pour cette deuxième saison, ce premier épisode. J'en suis vraiment ravie. Merci à tous pour votre soutien. C'est grâce à ça que je continue. Ça me motive et ça me permet d'avoir plein de nouveaux invités. Donc surtout, continuez à suivre, à liker le podcast, à l'écouter, à le partager. C'est ce qui nous permet de faire tout ça. Pour cette nouvelle saison, nous n'irons pas dans les musées, mais dans les ateliers. En effet, j'ai décidé de dédier cette deuxième saison à l'artisanat et l'artisanat ancien. Donc, je vous en dis pas plus, vous verrez au fur et à mesure des épisodes. Et pour ce tout premier épisode, on a la chance et l'honneur d'accueillir Guillaume. Guillaume qui est tailleur de pierre. Comment ça va, Guillaume? Ça va, Julie, je te remercie de ton invitation. Eh ben, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté. Guillaume a été un des premiers à me répondre, donc du coup, je me suis dit, allez, je lui fais l'honneur du premier épisode. Alors, Guillaume, dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Yes, bah écoute, voilà, je suis donc Guillaume, je suis artisan tailleur de pierre français, voilà, et donc je suis très présent pour parler de mon métier sur les réseaux sociaux. Voilà, je dirais que c'est le principal de mon activité, en tout cas pour voilà parler du métier, développer un petit peu tout ce volet, puisque le métier de tailleur de pierre aujourd'hui, malheureusement, est un métier en voie de disparition, et donc je crois qu'il est nécessaire et fondamental d'en parler et d'en parler aux plus jeunes générations. Et où sont les jeunes générations? Elles sont sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je développe pas mal cet axe-là, en particulier sur Instagram, un petit peu sur TikTok, et puis bientôt, d'ici les semaines prochaines, sur YouTube. Voilà. Ah, ok, super. Je ne savais pas que c'était en voie de disparition. Pour moi, c'était un peu l'inverse. C'était un peu justement revenu sur le devant de la scène, tous ces anciens métiers justement dont on va parler dans le podcast. Donc, pourquoi c'est en voie de disparition? Est-ce que c'est pas revenu et ça redisparaît? Comment ça se passe? En fait, c'est simple, si tu veux, aujourd'hui, alors le métier de tailleur de pierre, en général, c'est un métier qui est finalement assez peu répandu. Et puis, aujourd'hui, je dirais que tu le vois par toi-même, les constructions modernes des bâtiments n'incitent pas forcément à utiliser de la pierre naturelle. On utilise voilà, du béton, etc. Et donc, aujourd'hui, le métier de tailleur de pierre, donc, il est moins sollicité pour la construction en pierre massive, en tout cas, ça c'est évident, contrairement à une autre époque. Et puis, les métiers de la pierre en général, ça regroupe la marbrerie de décoration, la marbrerie funéraire. Voilà, ça, c'est les métiers de la pierre, et la taille de pierre n'en est qu'une toute petite partie. Et aujourd'hui, voilà, on a assez peu de jeunes qui viennent dans nos métiers. On n'est pas les seuls, hein. D'autres, évidemment, ont les mêmes problèmes que nous, d'autres métiers. Et donc, voilà, je crois qu'il est aujourd'hui difficile pour nous de recruter. C'est la raison pour laquelle c'est un métier en voie de disparition. Voilà, c'est pas moi ça vient pas de moi. Je ne sais plus de qui nous a dit ça, mais voilà, on a eu cette information que le métier était passé dans les métiers en voie de disparition. Euh, voilà. Donc après, il y a eu effectivement un retour de ces métiers. Et je te rejoins. Déjà, on le voit entre autres par les réseaux sociaux, hein, voilà, tout simplement. Et puis avec Notre-Dame, par exemple. Et il y a eu aussi une demande, un vrai retour, enfin, il y a une demande et un vrai retour je pense, des jeunes générations à des métiers qui sont ancrés et qui ont du sens. Et voilà, je pense que ça fait partie des métiers aujourd'hui, la taille de pierre et les métiers de la pierre en général voilà, qui en font partie, comme la charpente, par exemple, pour citer un autre métier proche des métiers de la pierre. Oui, je pense que la plupart des vieux métiers, du vieil artisanat qui revient aujourd'hui, c'est beaucoup lié aux produits, pas de luxe, je ne vais pas rentrer jusque-là, mais disons que ça revient sur le devant de la scène pour des choses euh, plus qualitatives. Les gens recherchent quelque chose de plus qualitatif maintenant, aussi peut-être de moins. Aujourd'hui, tout le monde achète ses meubles au même endroit, donc je pense qu'on a envie aussi de quelque chose de plus unique. Et le côté artisanat fait par quelqu'un qu'on rencontre sur un salon, sur quoi que ce soit aussi, il y a ça. On a l'impression d'avoir une pièce vraiment unique. Enfin, d'ailleurs, c'est pas qu'une impression, c'est une pièce unique puisque c'est fait à la main. Donc peut-être que le côté tailleur de pierre qui se perd moins et peut-être le côté plus artistique, du coup on rentre peut-être plus dans sculpteur. Je ne sais pas la différence entre sculpteur et tailleur de pierre. Oui, alors effectivement, tu fais bien d'en parler. Le métier de tailleur de pierre et le métier de sculpteur sont des métiers qui sont connexes puisqu'on travaille sur le même matériau. Toutefois, l'approche de la matière est quand même assez différente.
pour une raison simple, c'est que le tailleur de pierre va réaliser tout ce qui va être élément géométrique. Et le tailleur de pierre aussi a une connaissance de la géométrie descriptive, donc c'est-à-dire le fait de savoir imbriquer des formes géométriques simples les unes dans les autres. Et je vais te donner un exemple très concret, c'est une voûte dans une église ou dans une cathédrale, par exemple. Eh bien, on voit qu'on a affaire à un demi-cylindre en général, pour prendre un exemple assez basique. Et donc, voilà, c'est la capacité à avoir deux demi-cylindres qui vont se croiser. Et bien voilà, le tailleur de pierre est en capacité de dessiner ça et de comprendre dans un élément architectural comment intégrer ces éléments géométriques. Ça fait partie du métier de tailleur de pierre. Et le sculpteur, évidemment, il se soustrait totalement à ça, puisque lui, il va avoir plutôt une approche éventuellement en taille directe, c'est-à-dire directement rentrer dans la matière pour tailler une forme quelconque, voire effectivement même avec un report de points suite à un modelage. Et ça, du coup, voilà, ça c'est l'approche du sculpteur. Maintenant, certains tailleurs de pierre ont une sensibilité artistique, et donc c'est normal qu'il y ait des passerelles, hein, encore une fois, du fait du matériau. Et si tu veux, à titre personnel, la partie sculpture, moi, je la travaille en ornementation. Je ne fais pas de sculpture en ronde bosse. Donc, voilà, pas de sculpture en 3 dimensions et plutôt du haut relief. Et donc, ça, voilà, ça, c'est mon approche personnelle et artistique. Mais voilà, je reste quand même tailleur de pierre avant tout. Et donc, je fais pas tout, je fais pas tout en sculpture, voilà, ou en ornementation. Voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement la partie artistique, elle est variable en fonction de chacun. Ouais. Bah, du coup, c'est un bon lancement pour l'image que tu as choisie, puisque c'est un peu le cas. C'est pas tout à fait de la 3D, mais quand même un peu de relief. Est-ce que tu peux nous dire justement le travail que tu as choisi, s'il est de toi ou pas, Ouais, et nous le décrire, s'il te plaît? tout à fait. Bah, écoute, il s'agit d'une fleur de lys, hein, tout simplement. À titre personnel, je suis très attaché à ce symbole pour tout ce qui retrace, hein. Je suis un passionné d'histoire et c'est ce qui m'a d'ailleurs amené dans les métiers de la pierre. Quand j'aimais pas trop l'école, mais il y avait quand même une matière dans laquelle j'étais pas trop mauvais, c'était l'histoire. Et donc naturellement, quand on m'a dit, bah, ce serait bien que tu quittes l'école et bah, aller dans le mécanique ou bâtiment, moi je me suis dit, bah, le bâtiment, pourquoi pas, mécanique, je n'aime pas ça, donc c'était réglé. Et une fois que j'ai vu le bâtiment, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Et donc, j'ai vu les charpentiers, j'ai vu les tailleurs de pierre. Après, il y a l'affinité du matériau qui s'est trouvé là naturellement pour la pierre. Mais il y avait effectivement au point de départ cette passion pour l'histoire. Et donc, l'histoire de France, puisque j'avais la chance avec ma maman de visiter des châteaux. Elle me fait visiter des châteaux, des églises, hein. Encore une fois, ici, on est sur Orléans. Et donc, on a à proximité pléthore de châteaux. Euh, donc D'histoire? et d'histoire avec le Val-de-Loire. Et donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui était assez naturel. Et donc voilà, cette fleur de lys, je l'ai toujours vue à proximité de chez moi depuis que je suis jeune. Donc, elle a déjà premièrement cette symbolique historique, cette richesse pour moi aussi, donc de notre passé français. Je suis très attaché au fait je suis très fier d'être français. Et donc, je pense que la fleur de lys aussi, c'est un symbole très fort de la France. Et puis, voilà, elle a toute une symbolique. Ici aussi à Orléans, on a Jeanne d'Arc. Et donc, Jeanne d'Arc, c'est pareil sur ses armoiries, elle a des fleurs de lys. Voilà, donc naturellement, ce symbole me tenait à cœur. Et donc, lorsque je suis parti sur les réseaux sociaux, euh, on m'a sollicité pour faire une fleur de lys, justement. Et j'en ai donc fait une version et qui aujourd'hui est cette version de la fleur de lys. Je considère que c'est mon interprétation des fleurs de lys. Il en existe certainement des centaines, sinon plus, et des manières en tout cas d'interpréter ce symbole. Voilà, moi j'ai décidé de le faire de cette manière-là, la photo que je t'ai transmise, et c'est donc mon interprétation de la fleur de lys. Et aujourd'hui, c'est un produit que je vends à travers mon site internet et indirectement aussi à travers mes réseaux sociaux. Et donc voilà, je pense que la fleur de lys, d'ailleurs, je l'ai également en tatouage. C'est un symbole pour moi voilà, qui est très très important. Donc naturellement, je te l'ai soumis. Et du coup, tu dis qu'on te l'a demandé via les réseaux sociaux, mais est-ce que tu l'avais déjà taillé avant? Parce que j'imagine via les réseaux sociaux, c'est assez récent. Ouais. Donc, si c'est quelque chose qui est vraiment depuis ta jeunesse, peut-être que ça fait partie des premiers symboles que tu as taillés ou...
Alors écoute, pour être tout à fait honnête avec toi, pas du tout. Du coup, c'était, en fait, moi j'ai toujours été persuadé que j'étais simplement tailleur de pierre et pas, et j'avais pas forcément d'appétence pour la sculpture de quelque manière que ce soit, même l'ornementation. Et donc c'est intéressant parce que finalement la fleur de lys, elle a quand même une approche assez géométrique, en tout cas au départ. Mm. Et c'est pour ça que je pense que d'ailleurs ce symbole a été assez simple pour moi à réaliser, mais c'était un petit challenge parce que c'est effectivement le premier élément d'ornementation que j'ai réalisé. Et donc ça pour Instagram et pour ce client, alors que j'en avais jamais fait. Voilà, j'avais jamais fait de Ok. fleur de lys et j'avais jamais fait d'éléments d'ornementation. Voilà. Et alors, du coup, comment tu as procédé? Tu as d'abord fait un croquis, tu as d'abord dessiné ou tu as tout de suite commencé la taille, puisque du coup, c'est un symbole que tu as très clairement dans la tête, j'imagine. Donc, est-ce que tu as quand même cette nécessité de croquer avant? Est-ce que tu croques J'ai sur la pierre aussi? Alors non, non, si tu veux, moi j'ai toujours cette approche du tailleur de pierre, très mathématique, très géométrique, et donc moi je trace. Donc d'abord, j'avais d'abord vu une image de fleur de lys qui me plaisait au niveau de la forme, au niveau de la plus ou moins élancée, voilà. Et puis finalement, après j'ai donc tracé un gabarit, hein, c'est comme ça qu'on fonctionne en taille de pierre. C'est le même Ok. principe que pour la couture, hein, voilà, on fait un gabarit. J'ai donc façonné autour de ce gabarit, et ensuite c'est là où après j'ai interprété sur la partie façonnage pour arriver dans la matière. C'est-à-dire une fois que j'ai dégagé tout le contour de la fleur de lys, le reste c'était ma libre interprétation. Voilà. Ok. Et tu as pris plusieurs tentatives ou une Non, non, seule? non, non, en une seule tentative. Alors après Mhm. je dirais que j'ai la chance. Ça fait 20 ans, bientôt 20 ans que je suis tailleur de pierre. Donc si tu veux, j'ai déjà une certaine connaissance, en toute modestie, du matériau pierre. Et donc, si tu veux, je sais déjà comment je vais aborder les choses et comment la matière va réagir. Et donc, j'ai pu attaquer directement et sans, voilà, et comment le tailleur de pierre, je pense que le sculpteur encore plus, mais il doit nécessairement avoir déjà visualisé dans sa tête la pièce qu'il va réaliser. Et donc, si tu veux, voilà, j'y suis allé comme ça, sachant que voilà, je me projetais déjà dans la matière. Ok. Et est-ce que du coup, depuis, parce que je sais que tu en as fait plein d'autres depuis, donc est-ce que tu l'as modifié? Est-ce que tu as changé des choses ou tu es resté sur cette version qui t'a plu tout de suite? Eh ben écoute, non, j'ai absolument rien modifié. Non, non, aujourd'hui, c'est vraiment mon modèle de référence, je dirais. C'est cette fleur de lys là qui est, je me la suis totalement appropriée. C'est à chaque fois que j'en taille une, bah voilà, c'est toujours la même, même si à chaque fois c'est différent, puisque par définition on est sur une nouvelle pierre. Mais Bien voilà, sûr. c'est vraiment mon modèle de fleur de lys et voilà, il n'y a rien à ajouter, rien à y soustraire. En tout cas, je voudrais pas que ça soit modifié. Si demain je devais modifier quelque chose, ce serait une autre version, une autre Ok. fleur de lys. Mais cette version-là est la version définitive. Oui, quelque chose de totalement différent, mais pas modifier celle-ci, quoi. Tout à fait. Je vais, je vais pas rentrer dans la technique parce que c'est quelque chose dont tu parles beaucoup sur ton Instagram. D'ailleurs, là, récemment, tu as lancé des vidéos vraiment hyper techniques avec chaque outil et tout ça. Donc, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais peut-être que c'est le côté photographe en moi. Je réfléchis au poids quand tu fais ça, parce que donc là, vous allez voir sur l'image, la fleur de lys, elle est, alors excuse-moi si je n'utilise pas les bons termes, elle est Je t'en prie. intégrée sur un fond, enfin, elle est taillée sur un carré, un rectangle de pierre, elle n'est pas détachée de ça. Donc, en termes de poids, est-ce qu'on peut l'accrocher? Est-ce que c'est fait pour être posé? Alors écoute, il y a plusieurs, effectivement, tu as raison. Alors il y a plusieurs versions en fait de la fleur de lys. Il en existe, enfin, disons deux modèles types. C'est donc la version en pierre naturelle, celle-ci qui est mon modèle de prédilection, je dirais, mais qui effectivement a un coût qui est aujourd'hui sur mon site internet dans les 250 euros. Et donc évidemment, je comprends parfaitement que pour un bibelot, en tout cas, c'est ça, voilà, ça coûte de l'argent. Et donc je comprends que ce soit pas évident. Donc j'ai décidé, sous l'impulsion d'un ami, de faire une version en pierre reconstituée, c'est-à-dire donc ma poussière de pierre et un liant naturel qui permet d'avoir une version, une copie en fait de la version en pierre naturelle. Et donc, pour répondre à ta question, la version en pierre naturelle, elle va être assez lourde, hein, elle va faire à peu près autour des 2 kilos.
Et donc, pour l'accrocher au mur, c'est quand même compliqué. Ça a plutôt pour vocation d'être maçonné dans un mur en moellon, par exemple, hein, comme j'ai déjà eu des clients qui l'ont fait, ou au-dessus d'une porte, etc. Ou éventuellement, si c'est amené à être au niveau d'un mur, l'idéal, ce serait d'avoir des petits crochets en laiton et puis de l'accrocher comme ça. Donc ça, c'est la version pierre naturelle. Ensuite, la version pierre reconstituée, elle présente l'avantage d'être très légère, naturellement, puisqu'elle va faire peut-être, je sais pas moi, dans les 500 grammes, hein. Donc c'est très léger. Et donc celle-ci, elle peut être accrochée au mur. D'ailleurs, il existe une version où j'intègre un crochet mural. Donc voilà. Donc ça, voilà, ça a plutôt cette destination-là. Et enfin, il existe aussi une autre possibilité qui m'a été soumise par une cliente juste avant de partir en vacances. Elle m'a demandé la version de la fleur de lys sans la partie carrée, hein, effectivement, dont tu fais référence là aussi, autour. Et donc ça, c'est pas possible. Sur la pierre naturelle, c'est vraiment difficile. Je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment possible. Et sur la pierre reconstituée, pardon, c'est tout à fait réalisable. Donc je lui ai fait 15 fleurs de lys sans le module à l'arrière, vraiment juste la partie façonnée. Et Oui, donc j'ai elle vu va la pouvoir, photo, j'ai vu voilà, la photo passer, exactement, elle est passée hier d'accord. soir, puisque pour moi c'est assez improbable quand elle m'a demandé 15. Voilà, et Oui, donc ouais, c'était assez t'as improbable. trouvé Et puis, encore plus fan que toi de fleur écoute, de là, lys. franchement, je me suis dit, putain, c'est fou. Et donc, je me demandais pour quelle vocation. Et donc, en fait, elle va le mettre au-dessus de ses linteaux de fenêtre. Voilà. Ok. Au-dessus de ses fenêtres, portes et fenêtres. Et donc voilà. Et donc, il y a une nouvelle version maintenant. C'est la version sans le carré. Et ça m'inspire d'ailleurs pour d'autres projets, comme j'ai réalisé aussi un cœur sacré, et cœur sacré du Christ. Et cette version-là aussi, je réfléchis à la faire sans le module, du coup. Ok. Du coup, j'ai plein de questions qui me viennent parce que là, tu me parles de pierre constituée. Je me dis, waouh, c'est génial, je ne connaissais pas du tout. Donc, en fait, si j'ai bien compris, tu récupères, quand tu tailles une pierre naturelle, ça crée des déchets. Et donc, ces déchets-là, tu les recomposes avec un liant pour en faire, c'est ça? C'est exactement ça, c'est exactement Ok. ça. Si tu veux, aujourd'hui, euh, en tant que compagnon tailleur de pierre, je ne me voyais pas proposer autre chose que de la pierre naturelle. Voilà. Ok. Je dirais, dans ma déontologie de compagnon, c'est la pierre naturelle avant tout. Et il ne s'agit pas de proposer d'un matériau de substitution à la pierre, tu vois. C'est vraiment pas du tout l'objectif. Et donc, c'est ce qui me freinait un petit peu. Mais j'ai compris que je pouvais effectivement réexploiter je dirais les déchets, effectivement, tu l'as dit, issus de ma production, à savoir la poussière de pierre dont on ne peut absolument rien faire et en général, on met à la poubelle, enfin à la déchetterie. Et donc là, pour le coup, je peux la récupérer par le biais de mon aspiration, ou alors, en l'occurrence, je la tamise et ensuite, voilà, je la réutilise. C'est fondamental dans ce projet parce que je n'achète pas de big bag de poussière de pierre. Il s'agit toujours de la poussière de pierre issue de ma production. Voilà. Et ça, Ok. pour moi, c'est très très important parce que je ne cherche pas à faire d'une production à grande échelle de la pierre reconstituée. Voilà, c'est vraiment un travail issu de ma production et exclusivement de ma production. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant. Puis en plus, ça veut dire que ça reste quand même de la pierre naturelle, même si je comprends que toi, d'un point de vue technique, ça s'appelle pas pierre naturelle parce que tu rajoutes un liant. Un liant, ouais. Et c'est pas du plastique, c'est pas du Non, voilà. On reste dans quand même une matière 100% relativement. naturel. Ouais. Ah oui, tout à fait. Mais voilà, je crois que c'est fondamental aussi parce que tu sais, d'abord, je ne suis pas le seul effectivement à faire ça. D'autres personnes vont le faire et n'ont pas, je dirais, l'honnêteté. Alors, si tu veux, il n'y a pas de jugement de valeur hein, derrière ce que je dis là, hein. Je ne dis pas que les gens qui le font ne sont pas honnêtes, mais ça manque pour moi de transparence vis-à-vis du client final. Et on ne peut pas dire qu'un élément pierre reconstitué, c'est de la pierre. Et beaucoup de gens, malheureusement, probablement pour des raisons lucratives, hein, vont dire qu'il s'agit de pierre. Et donc, je crois qu'aussi en prenant moi-même en charge ce procédé, ça me permet de permettre aux gens de comprendre qu'il existe de la pierre reconstituée et que quand ils achètent quelque chose qui a marqué, où il y a marqué pierre, eh bien, voilà, ça nécessite d'avoir quand même une précision. Je pense que c'est Oui. important. Il y a un peu le même problème en ce moment sur les gens qui aiment les pierres précieuses, semi-précieuses. Il y a beaucoup de choses aussi où on nous vend des pierres semi-précieuses qui en fait ne le sont pas du tout, soit sont reconstituées en verre ou en résine ou d'autres choses comme ça. Donc ouais, c'est Voilà. important
de parler de ça aussi. Ouais, je crois que c'est très important et voilà, le fait de leurrer les gens par le biais des réseaux sociaux, etc. Voilà. Donc je crois qu'il fallait remettre l'église au milieu du village. Et en plus, toi, ce que tu fais, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi quand tu parles de là, des fleurs de lys avec tes clients, c'est ce côté transmission. Parce que là, du coup, on a un produit qui va être intégré dans des maisons, donc potentiellement être là pendant des siècles, en fait. Ça, je sais pas toi comment tu le vis en tant qu'artiste, artisan, mais je trouve ça dingue. Moi, il y a une certaine, par exemple, en tant que photographe, il y a quand même une certaine durée de vie à une photo, selon la qualité du tirage. Ça peut durer des dizaines d'années, mais des siècles. Voilà, j'en Ouais. suis moins sûre. Donc, c'est quand même une certaine responsabilité et une fierté, j'imagine aussi, d'avoir ça. Je crois que tu mets le doigt sur quelque chose par rapport à la pierre naturelle. C'est que effectivement, elle a ce côté séculaire, tu vois, où ça fait des milliers d'années qu'elle était dans le sol. Bon, elle arrive jusqu'à moi. Et ensuite de ça, je la façonne. Et par la suite, effectivement, elle va rester là encore, je l'espère, pendant des centaines d'années, sinon plus. Donc effectivement, je crois que là-dessus, tu as raison. Et je crois que c'est une vraie force de la pierre. C'est assez vertigineux, que ce soit pour moi par rapport au fait de tailler la pierre et d'avoir cette réflexion-là. Je viens de réaliser ce week-end avec d'autres personnes un hôtel, euh, un hôtel pour voilà pour la messe. Et j'ai eu la chance d'avoir à réaliser la pierre qui se trouve au centre de l'hôtel quand on est juste en face et avec du coup ce qu'on appelle une croix de Saint-Jacques. Et donc j'ai bon espoir que cette croix de Saint-Jacques elle reste là encore pendant plusieurs siècles et que il y a plein de gens qui vont passer devant. Et oui, c'est voilà, je crois que ça, la pierre, elle a cette puissance-là. Et dans un monde, et tu le disais tout à l'heure, les gens en fait achètent leurs meubles un peu tous au même endroit et on a tous les mêmes meubles identiques. Je crois que les gens en ont un peu marre de ça. Et donc, je pense que la pierre, c'est quelque chose. Voilà, on n'a pas trouvé de remède à la mortalité. Donc l'immortalité, c'est pas pour tout de suite et ça sera pas pour tout le monde. Mais la pierre, elle, en tout cas, elle a cette force-là. C'est qu'elle est intemporelle. Et donc, j'ai eu le cas pour, je te fais juste une anecdote. J'ai eu le cas pour Guillaume Play, tu sais, des podcasts de légende. Ah Et oui, c'est donc, vrai, j'ai vu qu'il avait fait voilà. Et donc, j'ai discuté un peu avec Guillaume. Et j'ai dit à Guillaume, bah voilà, tu vois, légende maintenant, c'est taillé dans la pierre. Puisque donc, je lui ai taillé son logo en pierre et je lui ai dit, bah voilà, maintenant, ça va arrêter pour les centaines et milliers d'années à venir. Le logo légende, maintenant, il est gravé dans la pierre. Et donc ça a quelque chose qui l'a pas mal touché. Et voilà, là, encore une fois, tu as mis le doigt sur quelque chose. Je crois que la pierre, elle a vraiment cette Ouais. force-là. C'est vrai que l'expression que tu viens d'utiliser, c'est exactement ça. Quand on dit tailler dans la pierre, ben ça veut dire ce que ça veut dire. C'est là pour perdurer. Donc, et du coup, dans l'autre sens, est-ce que toi, quand tu vas dans des églises ou dans d'autres monuments quelconques, de l'architecture, du coup, tu as cette déformation professionnelle, tu regardes la pierre et tu te dis waouh, que des gens lambda dans le milieu de la pierre, comme moi par exemple. Bon, moi, j'adore l'architecture, donc je vais regarder, mais j'aurais pas cet œil-là, mais je vais pouvoir apprécier ce que je vois dans un bâtiment. Mais j'imagine que toi, c'est encore autre chose. Tu dois penser technique, tu dois, il a fait comme ça ou comme ça. Ouais, ouais, bien sûr, c'est tout à fait. Hein, je crois que là-dessus, si tu veux, moi, je pense que c'est ça aussi qui m'a emmené au métier de tailleur de pierre. C'est-à-dire que même déjà étant enfant, quand je voyais toutes ces pierres taillées avec par le passé, par des ouvriers qui sont passés là et qui sont morts depuis des dizaines ou des centaines d'années, je crois que ça m'avait touché. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et pour être allé avec un autre tailleur de pierre, euh, j'ai ce souvenir-là, un compagnon tailleur de pierre avec qui j'étais, on était à Nantes et on était tous les deux dans la cathédrale et on avait cette même vision de, tu sais, on pouvait presque voir les tailleurs de pierre dans notre En train esprit de- en train de façonner cette cathédrale. Euh, voilà, avec notre imagination.
Et je crois qu'effectivement, oui, oui, ça c'est évident. Et c'est ce que j'ai aimé faire et c'est ce que j'aime faire d'ailleurs quand je fais réaliser des initiations à des gens qui sont amenés à être dans des églises, mais pour d'autres raisons. Et le cas très concret, ce sont des prêtres. J'ai eu des prêtres qui sont venus tailler de la pierre. C'est intéressant parce que du coup, eux, ben, voilà, ils vont réaliser l'office. Et donc, ils sont touchés par l'Église de par le sacré, évidemment. Et ils n'ont pas forcément la notion de ce que ça représente au niveau architectural. En tout cas, euh, assez modeste, évidemment. Et donc là, le fait de leur faire tailler la pierre, là, je leur dis voilà, maintenant, quand vous êtes sur l'autel, quand vous avez la pierre autour de vous, et ben, vous avez une vraie compréhension technique de comment ça a été fait et de la difficulté, etc. Et ça, c'était vraiment des expériences intéressantes. Et donc voilà. Bah ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'on a tendance à oublier ça quand on est dans une société de consommation. Aujourd'hui, on a tendance à oublier l'importance de ce qu'on a dans les mains, comment ça a été fait, ne serait-ce que les vêtements, plein de choses. On oublie que derrière ça, bon, il n'y a pas toujours quelqu'un. En ce moment, c'est plutôt des machines. Mais voilà, dans des objets comme ça, moi, le meuble que j'ai derrière, à mon avis, il y a peu de chances qu'il ait été fait dans une usine. Et on oublie que derrière ces pièces-là, il y a des gens qui ont pris du temps, qui ont fait ça, qui ont fait des détails. Voilà, je pense qu'avec cette saison-là du podcast sur l'artisanat, c'est ça aussi que je veux montrer parce que les gens pourraient se dire, regarder l'épisode, bah, c'est bizarre parce que là, on parle pas d'art, on parle de technique, on parle de tailleur de pierre. Pour moi, ça reste de l'art. Tu parlais de la cathédrale de Nantes. Pour moi, c'est un objet d'art. De se dire que des êtres humains ont réussi à créer ça, déjà à l'imaginer. Ensuite, pour moi, il y a plusieurs phases dans l'art. Il y a l'art d'imaginer le produit final, il y a l'art de le réaliser. C'est dingue. Donc, je sais, quand on a préparé l'épisode, on en a parlé un petit peu. Tu m'as dit que toi, tu te considérais pas tant artiste que ça. Mais voilà, encore une fois, pour revenir aux fleurs de lys qui vont être sur des maisons, de la même façon que tu peux regarder la cathédrale avec des yeux d'émerveillement, je pense que les gens qui, dans des années ou même aujourd'hui, tomberont sur ces maisons avec tes fleurs de lys au-dessus de la porte, seront émerveillés tout pareil. Donc, l'art, ça ne veut pas dire voilà, forcément une œuvre, un grand nom, c'est la beauté. Et ce que tu fais, c'est amener de la beauté dans la vie des gens. Donc, ça, c'est important de le Ouais, spécifier. je te remercie en tout cas. Et oui, oui, effectivement, on avait abordé cette question-là tous les deux en amont. Et voilà, je connais autour de moi voilà, des gens qui sont des artistes, au sens voilà, art pictural en particulier. Et donc, c'est un peu différent de ce que moi je réalise. Mais je commence à entrevoir cette notion depuis que je fais de l'ornementation. Euh, et, euh, et oui, je te rejoins, même à travers des éléments d'architecture complexes, comme une cathédrale. Eh bien, il y a du beau, ça c'est évident, et il y a une partie artistique, bien sûr. Sinon, sinon ce serait un gros bloc de pierre, un gros cube, C'est ça. donc et qui serait pas très joli. Donc oui, oui, bien sûr, je comprends tout à fait, et je pense vraiment que la pierre, c'est un matériau au travers duquel on peut naviguer effectivement entre artisanat et éléments artistiques, c'est clair. Ça s'y prête très très bien. Et donc bien sûr. C'est quoi la pièce la plus artistique que tu aurais faite à ce jour? Alors écoute, j'en ai une à réaliser, pour être tout à fait honnête. Pour moi, c'est un peu un challenge parce que du coup, là, on va encore plus loin. Et donc, elle n'est pas encore réalisée, elle est à faire, elle est validée et il faut que je la réalise. C'est donc, j'ai un élément d'ornementation à faire, enfin, oui, en bas, je dirais même un haut relief, voilà, avec un Saint-Louis, un Saint-Joseph et le Saint-Esprit au-dessus. Et donc là, il va y avoir des drapés, etc. Enfin, on est sur quelque chose de vraiment Ah oui, de beaucoup plus artistique parce qu'il y a des personnages, voilà. Et donc là, on a dépassé le stade purement géométrique. Donc là, c'est ouais. un challenge. Et voilà, je vais un peu plus loin. Je vais un peu plus loin et je suis très content de le faire. Et voilà, et pour te dire, aujourd'hui,
quels sont les éléments, enfin en tout cas l'élément qui serait le plus artistique. Écoute, j'en ai pas qui me vient à l'esprit. Il y a des choses que j'ai faites que j'aurais jamais fait avant. Voilà, celui qui me vient, c'est l'épée. J'ai une épée à faire en pierre. Voilà, on n'est pas du tout sur la taille de pierre, tu vois. Genre. Donc là, clairement, c'est voilà, c'est quelque chose de totalement différent et complètement hors norme et complètement déconnecté de la taille de pierre. Donc je sais même pas où le placer, tu vois. Ouais. Mais ouais, on est sur une sculpture hein, directement. Ça Comment? fait partie peut-être plus de la sculpture que de Ouais, la taille de pierre. ouais, non, complètement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois, ce week-end, j'étais avec un tailleur de pierre quand on réalisait l'hôtel. Et lui, il est vraiment, qui réalise tout ce que d'un tailleur de pierre fait que je ne fais pas aujourd'hui, c'est-à-dire, tu vois, des enduits, un peu de maçonnerie traditionnelle, hein, bâtir avec de la pierre et des cheminées, des encadrements de portes, des appuis de fenêtres. Et ça, tout ça aujourd'hui, moi, je refuse de faire ça. Je refuse parce que je n'ai pas envie, en fait. C'est pas, je veux plus faire ça. Mais pour autant, ça, c'est l'activité réelle du tailleur de pierre. Et donc, il commence à me dire, mais en fait, t'es pas un tailleur de pierre, t'es plutôt sculpteur. Je dis, mais non, je suis tailleur de pierre, je suis pas du tout sculpteur. Et je fais des épées, tu vois bien, je suis tailleur de pierre. Et donc, c'était marrant parce que du coup, je me rends compte que je suis un peu je navigue, tu vois. Et même quand je regarde mon compte Instagram, je me rends compte que je navigue entre les deux. Parce que bah, typiquement, par contre, j'ai un projet à faire pour des amis. C'est un fronton, c'est-à-dire donc là, on va dire vulgairement le triangle au-dessus de la porte de leur chapelle. Et il y a des moulures dessus, et ça c'est de la taille de pierre. Ça c'est pas de la sculpture. Donc même si on va intégrer un élément d'ornementation, c'est quand même de la taille de pierre. Et donc je suis tailleur de pierre, c'est ma formation et c'est la manière dont je procède. Mais de plus en plus, je me détache pour faire de la sculpture. Voilà. Donc, C'est une évolution, tu évolues bien dans sûr. ton métier. Il n'y a pas En fait, oui, bien sûr. Je pense que j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai atteint une confiance suffisante dans ma capacité à façonner une pierre pour me permettre de faire ça. Et je pense que il y a des années de ça, j'y pensais pas parce que j'ai pas d'appétence particulière pour le dessin, par exemple. Tu vois, souvent les sculpteurs, ils ont une maîtrise du dessin que moi j'ai pas du tout. Et donc moi c'est plutôt, encore une fois en toute modestie, j'ai plus la maîtrise du matériau et donc et de mes outils et la manière de les utiliser. Et ça me permet de faire certaines choses. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à me détacher, à me dire que ok il y a une partie artistique. Parce que malgré tout, après, une fois que je suis parti dans la matière, j'arrive à me détacher et à me dire, ok, je vais m'amuser. Le coup de l'épée, on m'a dit le jeudi soir pour le samedi matin, il fallait que ça soit prêt le samedi à 8h. Et on me dit jeudi à 19h, Guillaume, est-ce que tu peux faire une épée pour samedi matin? Et mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Et en fait, il a fallu que j'aille à l'atelier et que je fonctionne mes méninges pour me dire, bon bah ok, j'ai un morceau de pierre comme ça, j'en ai un autre comme ça, bah allez, on y va. Les dimensions, bah ça doit être à peu près ça. Et voilà. Et l'épée, elle est sortie comme ça. Et ça fonctionne et ça fait son petit effet. Je la ressors de temps en temps. Je l'emmène sur des salons et autres et les gens sont parce toujours là. que du Ah, mais coup, tu l'as gardé l'épée? ouais, ouais, bien sûr, Ah, parce que en plus, c'était pour les fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans. Et donc, j'avais présenté cette épée. Et c'était un challenge, hein. C'était un vrai challenge. Je me suis dit, punaise, comment on va faire et tout. Et voilà. Je me suis un petit peu repoussé dans mes retranchements et ma capacité à connaître le matériau m'a permis de réaliser ça. Voilà. ton expérience, ouais, ouais. Mon expérience. Il n'y a Tout à pas fait. besoin de modestie pour dire ça, c'est normal, c'est ton métier, tu connais ton métier, c'est ton savoir-faire. Donc, C'est ce qui m'a permis d'y arriver et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et je te rejoins, c'est une évolution voilà, naturelle, je pense. Voilà, je pense que après, on passe le cap ou pas. Moi, j'ai décidé de passer le cap par la force des choses, par les réseaux sociaux aussi, parce que les gens sur les réseaux sociaux, ils aiment bien, et c'est normal, moi le premier, je suis consommateur aussi, des choses très visuelles. Et donc, la taille de pierre, bah, c'est bien, c'est chouette, mais ça reste très géométrique, très, je vais pas dire basique, mais voilà, si on veut aller un peu plus loin, je pense que pour être présent sur les réseaux sociaux, il faut faire de l'ornementation, sinon les gens ils peuvent se perdre dans le côté trop technique. Voilà. Sinon après ouais, ou alors c'est du YouTube. Voilà, je vais vous apprendre à tailler une moulure en pierre. Ça, d'ailleurs, j'en profite, c'est prévu, c'est prévu. Mais voilà,
La partie artistique, ça après, c'est libre à chacun. Voilà, je pense qu'un peintre, il peut donner des techniques, mais il a son coup de pinceau, sa manière de procéder, voilà, sa patte. Et ça se transmet pas. Voilà, ça c'est. Non. Ça, Voilà. voilà. Ça, Non, voilà, c'est ça. ça peut se développer, je pense. Il y en a beaucoup pour qui c'est inné. Ah, bien sûr. Mais même quand c'est inné, ça se développe. Moi, j'ai toujours voulu être photographe, mais les photos que je faisais quand j'avais 10 ans et les photos que je fais aujourd'hui, évidemment, il y a une grande différence entre les deux, et heureusement. Bien sûr. Donc, même si c'est inné, ça se travaille, comme on disait, ça évolue en fonction de notre expérience, des choses qui arrivent dans nos vies. Donc, c'est bien. Et cette pièce-là, du coup, avec les seins, Ouais. c'est pour quand? Eh ben, écoute, ça, c'est pour bientôt, normalement, parce qu'en fait, donc, alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'en septembre, je suis vraiment débordé. J'ai beaucoup de gros projets qui arrivent avec des grosses pièces. En fait, en l'occurrence, j'ai 10 croix à faire. Donc, ça va être pour moi assez volumineux. Une fois que j'aurai fait ces 10 croix, ben, j'aurai un peu plus de temps pour le faire. Et donc, je pense peut-être en octobre. Mais Ok. voilà, je guette un peu cette pièce-là, si tu veux. Je vais voir comment je vais la gérer. Et ensuite, ce qui est important pour moi, c'est aujourd'hui, c'est de me dire bah, jusqu'où je vais aller, tu vois, où est-ce que va être ma limite, puisque je la connais pas à l'heure actuelle. Je la connais en taille de pierre, mais je la connais pas sur la partie sculpture, art. Et voilà, ça. Donc j'avance, je vais essayer, voilà, je vais tenter le truc. J'y crois fermement, on va y arriver. Bien Et sûr, il n'y a pas de raison. non, exactement. Mais voilà, du coup, beaucoup m'attendent d'ailleurs en me disant quand est-ce que tu fais des éléments en rond de bosse? Non, ça, pour l'instant, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, si ça doit être le cas, il y a des choses que je veux apprendre. J'ai déjà des bases de modelage, mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin sur la terre, etc. Et ça sera un autre projet pour aller plus loin sur la partie ronde bosse. Parce que voilà, il y a des choses à savoir. Oui, j'imagine, ouais. Oui, sachant que c'est pas une technique que tu pratiques. Est-ce que du coup, c'est Ouais. un projet pour lequel tu pourrais te faire aider ou faire une formation ou alors faire ce projet en partenariat avec un autre artisan? Oui, oui, tout à fait. J'espère. Moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire, déjà, mon objectif à travers les réseaux sociaux, c'est transmettre la connaissance du matériau pierre, etc. Donc, oui, oui, bien sûr. Déjà, il y a pour moi, c'est fondamental de transmettre, et donc la transmission, vu qu'elle est au cœur de ce que moi je mets en place, je considère évidemment que j'ai besoin des autres pour progresser, et donc j'espère avoir la chance d'échanger avec des tailleurs de pierre, des sculpteurs qui pourront m'aider, m'apprendre des choses. Et donc, oui, oui, bien sûr, carrément. Donc, voilà, ça rentrera forcément soit par ce processus-là, soit ben, me déplacer et aller, pourquoi pas en Italie, là où se trouvent les plus grandes écoles de sculpture, et peut-être faire des sessions de formation. Je ne sais pas comment ça peut s'organiser, mais voilà, j'espère en tout cas. J'espère pouvoir faire ça et en faire en profiter tout le monde d'ailleurs, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, le but, c'est que tout le monde puisse profiter de ça. Voilà. Exactement. Et peut-être que quelqu'un va voir l'épisode et va se dire, ah bah, moi, j'ai la solution pour toi. Et voilà. Exactement. Et bien, pourquoi pas, avec plaisir, carrément. Tout à fait. Est-ce que avant qu'on se quitte, tu as une actualité? Tu nous disais que ton mois de septembre était très chargé. Est-ce que tu fais des salons? Eh bien, écoute, moi, je serai présent au mois de décembre au salon Rocalia, qui est un salon qui a lieu tous les 2 ans, qui est le salon de la pierre, hein, qui est attenant au salon Paysalia, voilà, à Lyon, à Ok. Eurexpo Lyon. Et donc, j'y serai présent voilà, pendant la totalité du salon pour parler des métiers de la pierre. Il y a toute la filière pierre, en tout cas les plus gros, comment dirais-je, les plus gros représentants de la filière pierre sont présents, et donc je serai très heureux de pouvoir être là à leur côté. Et donc voilà, donc il y a le salon Rocalia, et puis après, voilà, tous ceux qui veulent venir sur YouTube sont les bienvenus, puisque je lance la chaîne YouTube en septembre, et c'est mon gros projet 2025-2026, c'est de transformer ce qu'on fait sur Instagram, sur YouTube avec du long format. Voilà. Eh ben, parfait. Bah, écoutez, là, comme vous êtes peut-être sur Spotify ou sur YouTube, je ne sais pas où vous nous écoutez, mais en tout cas, cette vidéo sera disponible sur YouTube. Donc, on met le lien. Comme ça, hop, après Génial. cet épisode, vous pouvez aller directement voir les vidéos de Guillaume. Et surtout que ce soit Guillaume ou moi, n'oubliez pas de soutenir. Donc, on like, on partage, on met un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide à continuer à faire ce qu'on fait. Exactement. Merci beaucoup. Eh bien, Merci, Julie. merci à toi, Guillaume. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et puis hâte de voir le résultat de cette création. Je vais suivre ça sur YouTube. Je te remercie beaucoup. Allez, bonne journée, à bientôt. Salut, Julie.